à la prévention de la corruption. Quel est son rôle concrètement? Bien, je vous remercie pour l'opportunité que vous offrez au ACPC, au Commissariat à la prévention de la corruption, de partager le fond de son fonctionnement, de son existence, avec toutes les Béninoises et tous les Béninois. Au rappel, la loi 2020-09 du 23 avril 2020, portant création du Commissariat à la prévention de la corruption, a été suivi d'un décret d'application. Le décret, c'est le décret 2024-1004 du 26 juin 2024. Pourquoi je rappelle cela? Parce que ce décret porte fonctionnement, organisation, entre autres, du cabinet et du secrétariat général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Pourquoi je rappelle cela? Parce que avant de discourir autour du rôle véritable du Haut Commissariat, il faut rappeler pourquoi. Et le pourquoi, il faut regarder le PAG. Il faut regarder le PAG, programme d'action du gouvernement de 2016 à 2021-2026, qui prévoit explicitement le renforcement de la prévention de la corruption. Et comment renforcer la prévention? J'ai bien dit renforcement de la prévention de la corruption. Je n'ai pas dit lutte contre la corruption. Parce qu'avant, on ne luttait que contre la corruption, c'est ça? Il y a eu, une petite parenthèse, il y a eu la cellule de moralisation de la vie publique, il y a eu l'ANLC, Autorité nationale de lutte contre la corruption. Et je vais dire, ce changement de paradigme est une volonté du chef de l'État. Et tout à l'heure, je vous dis pourquoi. C'est très important. Oui, vous nous direz, parce qu'on a hâte de savoir c'est quoi la différence. On a l'impression qu'on est toujours dans la même situation. Absolument pas. Ça, vous nous direz ce qui a changé. Je veux dire, c'est un effet de perception. Bon, donc je suis en train de vous dire que, en ce qui concerne le rôle véritable, il faut donc regarder le PAG, qui avait prévu le renforcement de la prévention de la corruption. Et pour renforcer, il faut bien une institution, un organe, avec des attributions. Et parmi ces attributions, il y a, pour la CPC, article 2 de cette loi que j'ai citée tout à l'heure, la loi 2020-09 du 23 avril 2020, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est en charge d'initier, je vais employer le mot en sciences sociales, des politiques publiques tendant à lutter, je vous fais plaisir, tendant à lutter contre la corruption. C'est pas vous qui avez inventé ça. non, puisque vous êtes plusieurs dans le pays à vous livrer à une forme je sais pas dire, de réflexion concernant la différence entre lutte et prévention. Bon, donc le rôle véritable, rentrons dans le vif du sujet, le rôle véritable du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, je dirais, c'est d'investir sur l'avenir. Pourquoi je dis ça? Parce que avant on parlait de lutte, donc il y avait un volet répressif, et on constate véritablement aujourd'hui, pas seulement au Bénin, que le volet répressif est insuffisant. Sanctionner, c'est insuffisant. Si nous nous mettons à investir dans le changement de comportement via le changement de mentalité sur ceux qui ont entre 0 et 2 ans, entre 5 ans, entre 2 ans et 7 ans, entre 7 ans et 15 ans, et ainsi de suite, le Bénin dans 10 ans, le Bénin dans 15 ans, sera peuplé de femmes et d'hommes intègres. Et s'il y a des femmes et des hommes intègres, la conséquence immédiate, c'est quoi? C'est que nous avons une santé morale guindée, suffisante, pour pouvoir éliminer tout acte corruptif. Je dis bien santé morale de la société. Parce qu'à l'origine, quand on regarde Platon, Thucydide, Aristote, ainsi de suite, la corruption était qualifiée de santé morale déficiente de la société. Donc, le rôle véritable de la CPC, c'est non seulement d'installer ce cycle d'intégrité, de prévenir cette corruption par l'éducation, et bien sûr, pour les adultes comme nous déjà vaccinés, de dissuader tout infracteur de se livrer. Voilà. Vous en faites partie? De quoi donc? Adultes vaccinés, oui. Vaccinés. Ben, nous sommes des adultes vaccinés. déjà, révolus. Okay, d'accord, j'ai cru que c'était vacciné par la corruption. Ah non, pas du tout. Alors, c'est bien beau ce que vous dites. Comment vous pensez y parvenir? Qu'est-ce que vous faites pour y parvenir? Est-ce que ça a commencé?
Bien, ça a déjà commencé, mais il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Pourquoi je le dis? Le haut commissaire a été nommé le 12 juin. Il a prêté serment le 22 juillet. Les choses ont démarré voilà, petit à petit, à cette même date du 22 juillet. La nomination au Conseil des ministres du secrétaire général et du chef de cabinet, c'était le 25 septembre. La loi 2020, entre la loi 2020 et le décret d'application, il y a eu 4 ans. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'on veut faire quelque chose de bien, de bon, on prend toujours du temps. Toute structure dans sa vie, fondamentalement, a besoin de temps de maturation. Et ce temps de maturation va générer ce qu'on pourrait appeler le bon moment de matérialisation. Et c'est dans ce bon moment de matérialisation qu'on peut mesurer pourquoi on a mis du temps pour arriver à ce point-là précisément. Concrètement dit, ce que le Haut Commissariat fait actuellement, c'est de s'opérationnaliser. On met les choses en place pour notre bon fonctionnement. Jusqu'à quand? Combien de temps vous vous êtes donné pour ça? Je suis tenté de vous retourner la question en vous demandant est-ce que vous avez une idée du temps nécessaire pour opérationnaliser une institution de loi organique? Je pense que c'est vous qui êtes aux affaires. Justement, je pense que non, parce que généralement, il faut, quand tout va bien, il faut 6 mois à minima, ou quand on veut véritablement, parce que là, il ne s'agit pas de Cotonou, il ne s'agit pas de Porto Novo, il ne s'agit pas de Parakou, simplement, il s'agit des 12 départements du Bénin. Il s'agit de 77 communes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être patient. Au-delà de la patience, ça veut dire qu'il faut trouver les bonnes personnes ressources afin d'éviter ce qui s'est passé pour qu'on n'ait pas les résultats que certains de nos concitoyens espéraient. Et peut-être qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas nous dire, là, aujourd'hui, quand est-ce que vous allez commencer le travail sur le terrain? En quoi ça va consister? Attention, je ne l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Moi, je voyais plutôt large et je voyais plutôt dans l'avenir. Le travail sur le terrain a commencé. Nous sommes sur le terrain. Nous avons profité des journées nationales et internationales. Donc, la journée nationale, c'est le 8 décembre, internationale, c'est le 9 décembre. Nous étions au lycée Koulibaly, nous étions à l'ENA, nous étions dans une école primaire à Ouida. L'idée fondamentale, et encore sur le terrain, bien sûr, il faut relancer aussi la coopération, c'est-à-dire il faut remettre le Bénin dans le réseau des OLC, ILC. OLC, Organisme de lutte contre la corruption, ILC, Institution de lutte contre la corruption. On était sortis, nous étions, on va dire, un peu plus absents, pas sortis. On ne sort pas comme ça d'une coopération internationale. Hein. On a ratifié des textes, on ne peut pas sortir. Nous étions un peu plus absents sur ce secteur-là. Pourquoi? Pourquoi? Votre pourquoi, si je rentre dans les détails, je vais oublier de répondre à la précédente question. Donc, je vais me dépêcher de répondre d'abord à la précédente question, c'est mieux. Donc, lorsque vous devez, je le disais tantôt, bien faire les choses, il faut prendre le temps de savoir quel type d'action mener pour obtenir l'efficacité et le résultat. Donc, ça prend un peu de temps, mais il ne faut pas danser plus vite que la musique. Et quelle est cette musique-là? Cette musique, c'est cette dynamique de croissance, ce que nous voyons autour de nous, même s'il y a certains qui sont devenus curieusement et miraculeusement frappés d'une myopie ou d'une cécité, il y a des choses qui ont déjà changé dans le Bénin. Donc le rôle du HCPC... Sur le plan de la lutte contre la corruption? Vous voulez parler de quoi? Sur le plan de la lutte contre la corruption, il y a des choses qui ont changé. Comme quoi? Comme quoi, je pense qu'il faut peut-être inviter le président de la CRIET, ou il faut inviter peut-être le secrétaire général, le président de la CENTIF. Ils vont vous dire concrètement que les choses ont changé. Peut-être que vous ne voulez pas les voir, mais les choses qui ont changé. Dites-nous, c'est l'occasion, puisque vous ont certainement reversé ce qui a changé. Est-ce qu'aujourd'hui, une personne peut se lever pour se livrer à un détournement de fonds publics? Ça a existé, je pense, non? Vous savez de quoi je veux parler. Et il y en a qui... Il y a plein d'affaires aussi. Il y a des affaires de 4 milliards, des affaires de 2 milliards. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. L'affaire de l'office, de l'OBSSU, par exemple, c'était juste l'année passée. Hein. On n'a pas encore su ce qui s'est passé.
les accusés sont encore devant la criette, ça ne veut pas dire que ça ne se passe plus. 1 an, c'est toujours sous le régime de la rupture. D'accord. Et de toute l'année 2000, vous avez dit combien? 2024, c'est ça? Oui, l'année dernière. Voilà, 2024, vous me citez combien d'affaires? Une affaire. Une affaire qui se trouve devant les juridictions. Donc, ce n'est pas à Olivier Charles, en tant que secrétaire général du RCPC, de dire ce que la justice est en train de faire ou n'est pas fait. La justice est en train de faire son travail. Je vous parle de ce que la dynamique de la pensée a changé. Les gens ont maintenant peur de se livrer aux actes corruptifs. Voilà la différence. Il y a quelque temps, à côté là, je ne mets mon doigt contre personne, c'était comme un plaisir, une satisfaction, une jouissance même pour certains, délibérément, de fouiller dans les caisses de l'État. C'était pour certains une forme de justification primaire de la chose, de dire, bon, qu'ils ont pris un peu dans l'exécution de marché aujourd'hui. Vous me citez un cas. Oui, on n'a pas tous les dossiers en main, monsieur le secrétaire général. La criette, on voit beaucoup de dossiers là-bas, on ne les suit pas forcément. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a moins d'affaires de détournement depuis quelques années qu'il y a 8 ans, par exemple? Est-ce que vous avez les chiffres, les statistiques pour nous dire ça, pour faire la comparaison? Parce que c'est ce qui nous permettra de toucher du doigt ce dont vous parlez. Je vous remercie, Madame Rousseau. Les statistiques, vous les aurez bientôt parce que justement, c'est un travail qui a démarré. Vous voyez, parce qu'il nous faut le diagnostic en la matière. Pour moi, c'est caduc. Hein, il y a un premier qui date de 2007, l'autre date de 2017. Il faut revoir tout ça. Et pour le faire, une cartographie des risques ne se fait pas en 3 mois ni en 6 mois. Je vais vous donner pour faire une bonne cartographie des risques dans un pays, il faut 18 mois. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce qui s'est fait ailleurs. Donc nous allons prendre le temps de faire cela. Parce qu'on ne peut pas apporter de solution à ce qu'on ignore. Pour revenir à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, je vais vous inviter à quelque chose de très, je dirais, de très objectif. Ce n'est pas la quantité ou non de cas, d'affaires, qui permet de mesurer ce qui se fait dans un pays en matière de prévention de lutte contre la corruption. Si on passe par cette approche, on se ferme véritablement les voies et les portes de saisir convenablement la dynamique en cours. C'est quoi l'indicateur? Ah, bonne question. Je vais vous poser une question aussi à mon tour et je vais vous répondre. Est-ce que la quantité de personnes qu'on met en prison suffit pour apprécier que le vol n'existe plus dans notre société? Vous êtes bien placé pour nous répondre. Allez-y. C'est pareil. Ce n'est pas la quantité de personnes qu'on met au NIOF qui nous permet de mesurer que le fléau, la plaie qu'est la corruption a disparu. Peut-être que je ne vous apprends rien. Le Béninois est tellement rigoureux, est tellement assoiffé de voir, bon, c'est pas que le Béninois, les êtres humains, que parfois on oublie très vite d'apprécier ce qui se fait. Ça, je le constate. Et ce qui se fait, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'on choisit volontairement de fermer les yeux? Je ne sais pas. Au travers de votre question, je réfléchis en même temps là sur le coup. Et je suis en train de me demander, mais pourquoi on ne voit pas tout ce qui se fait et on veut voir absolument ce qu'on pense ou ce qu'on semble se dire. On dit, ah tiens, ceci ne se fait pas ou on pourrait faire mieux. Si, on peut toujours faire mieux quelque part. Mais en matière de corruption, vous savez, il faut compter de 0 à 5 ans. Chaque 5 ans. La bonne mesure pour savoir si quelque chose a été fait en termes de lutte ou prévention de la corruption, c'est chaque 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce que la psychologie sociale nous dit que le changement de mentalité, de comportement se mesure au bout de 5 ans. Cette même psychologie sociale, les sciences sociales nous disent pour mesurer l'effet d'une stratégie d'influence, il faut attendre 5 ans. Vous avez ces données-là? Les données de ces dernières années, ces 5 dernières années, est-ce qu'il y a eu de l'évolution au Bénin par rapport
par rapport à la corruption? Je suis un peu comme un avion, c'est-à-dire que comme je n'ai pas de rétroviseur, donc ce qui est derrière ne m'intéresse pas. Moi, je veux regarder devant. Ça, c'est très important. Je ne suis pas, je vais dire, l'activité hypothalamo-hypophysaire où on regarde simplement dans le passé et puis on veut jouir du passé, on veut pleurer, l'amertume. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est aller devant. J'ai été nommé au Conseil des ministres le 25 septembre. J'ai commencé à travailler, je vais encore travailler et c'est aller devant. Oui, Comment si tous... vous ne voyez pas l'état des lieux, ce qui a été fait, ce qui se fait, comment vous pouvez évoluer? Attention, c'est différent. Je sais ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, je vais m'en inspirer et tirer les leçons justement pour mieux voir devant. Voilà. C'est justement pour ça on demande les 5 dernières années, qu'est-ce qu'on en retient? Est-ce qu'on a évolué ou pas? Il y a eu un travail. L'État, c'est de la continuité, madame. Il y a eu un travail. Vous pourriez, je dis, mais vous pourriez estimer que ce travail n'est pas conséquent, mais il y a eu quelque chose de fait. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Si vous attendez de moi de tripatouiller dans des situations ou dans des cas, parce que les gens aiment le sensationnel, dire non, ça ne m'intéresse pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre véritablement en chose, de mettre en place véritablement des choses pour que la jeune béninoise, le jeune béninois, dans 10 ans, soit un modèle d'intégrité. D'accord. Qu'est-ce que vous leur dites à ces apprenants, ces enfants, ces étudiants? Vous leur parlez, vous leur dites quoi? Qu'est-ce que vous faites avec eux pour que le mal soit vraiment attaqué à la racine? Mais surtout, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a un ensemble de programmes. Si les moyens bien sûr suffisants, sont à notre disposition, nous pensons dérouler 35 ou 38 activités sur toute l'année. Et dans ces activités, je vous donne juste un exemple. En ce qui concerne la maternelle, le primaire, il y a la création de BD. L'idée, c'est quoi fondamentalement? L'idée, c'est de participer au changement de comportement. Enfin, en gros, c'est d'installer un autre regard du bien collectif. Ces jeunes-là, qui ont 7 ans, 10 ans, doivent pouvoir établir un rapport entre leur personne, leur personnalité et les biens publics. Nous devons tous estimer, moi le premier, vous aussi d'ailleurs, nous devons tous estimer qu'il n'y a rien au-dessus de l'intérêt général. L'intérêt particulier de chacun n'existe plus dès qu'on parle, je dis bien dès qu'on parle de la nation. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et si nous intégrons cela dès le bas âge, nous aurons gagné beaucoup de choses. Et donc c'est le travail du HCPC, ça va se faire. Comme je vous le disais, nous avons une pile d'activités, une série d'activités au travers desquelles ceci sera mis en place. Maintenant, pour les adultes, tout à l'heure je disais vacciner, parce que bon, voilà, tout est mis en place. Et changer la mentalité d'un adulte ne se fait pas comme on aurait pu programmer neurolinguistiquement un enfant. Bon, je fais la parenthèse. À ces adultes-là, nous devons rappeler qu'il existe des lois de la République. Et si parmi eux et elles, il y en a qui estiment que détourner, tripatouiller les caisses, hein, s'arroger ce qui revient à l'État est une manière de compléter son salaire, est une manière d'exister financièrement, eh bien écoutez, vous verrez ce qui va se passer. Ce n'est pas de l'intimidation ou de la menace, hein. Il faut dire que nous avons un programme, nous avons des objectifs, nous allons les dérouler. Oui, vous êtes dans la prévention, si j'ai bien compris. Comment vous prévenez la corruption au niveau des adultes? C'est juste, entre parenthèses, l'épouvantail là ou quoi? Qu'est-ce que vous appelez l'épouvantail? Vous avez dit que ce n'est pas une menace tout à l'heure. C'est de ça que je parle. Véritablement, ça a été déjà fait. C'est en train de se faire et ça va encore se faire. Les adultes, peu importe le niveau de responsabilité, je dis bien peu importe le niveau de responsabilité, mais chacun de nous doit comprendre que détruire, moi j'appelle ça une destruction du bien collectif, la corruption. Détruire le bien collectif, ben, il va répondre devant les autorités judiciaires compétentes. Et je ne peux pas rentrer dans les détails. Je pense que j'en ai assez dit sur ce volet-là.
Quel est votre budget au commissariat? Le... je, je, je souris. Pourquoi je souris? Parce que je me rappelle, Vous avez un budget autonome, c'est ce qu'on a lu dans les tests. Oui, notre budget est autonome, bien sûr, mais il me sied de vous rappeler quelque chose. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est administrativement rattaché à la présidence. Ouais. Et le budget de la présidence est connu. Peut-être que si vous me posez des questions sur les différentes lignes budgétaires de la présidence, je ne suis pas la personne indiquée pour vous répondre. Vous ne savez pas combien vous avez pour pouvoir déployer votre série d'actions? Je sais combien il me faut. Je sais combien il me faut. Et je sais que l'ensemble des acteurs, je sais que le président de la République, je sais que le ministre d'État reste sensible à cette nécessité pour le ACPC de disposer de moyens. D'ailleurs, je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas. Je dis simplement, vu, je vais dire, nos ambitions, je dis bien, vu nos ambitions, si nous disposons de ce qu'il faut, vous verrez là. Il vous faut combien? Ah, il me faut combien? Il vous faut combien et vous avez combien? Vous avez de quoi me... Ah, moi, je sais pas, peut-être... On reçoit aussi le don au passage, donc peu importe la valeur de ce don-là. Donc, si vous pouvez participer, ça me ferait plaisir. Ben, on contribue déjà par les taxes, donc on veut savoir combien vous êtes attribué dans ce qu'on paye. Ça, je pense que ça, c'est une forme dans la classe de déclinaison de la chose. Bon, combien il me faut? Ma dernière vision, si cela se chiffrait entre les besoins du personnel et surtout les activités, il me faut quelque chose de l'ordre de... Allez, je vais donner un exemple qui est l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il me faut 1,5 milliard. Ça mais me suffit? là, on est au Bénin. Ah oui, bien sûr. Non, attendez. Vous savez... Au Bénin, vous avez besoin de combien? Non, justement. Vous avez combien? Quelle est la différence entre la Côte d'Ivoire et le Bénin? Exprès, j'ai imprimé ici le communiqué de Jakarta sur les principes pour les institutions de lutte contre la corruption. Je l'ai ramené. Parce que parfois, c'est un peu lassant d'avoir une fixation sur le budget. Comme si, dès qu'on crée une institution, qui a un but bien précis dans la République, tout de suite, c'est budgétivore. Tout de suite, encore de l'argent qui va partir. Donc, j'ai imprimé les principes de Jakarta. Que disent les principes? Je vais vous les laisser. Et peut-être que ce sera l'occasion pour vous de me réinviter, de me faire revenir. Ces principes disent clairement, peu importe où se trouve l'institution de lutte contre la corruption, il faut suffisamment de moyens et que chaque membre soit à l'abri du besoin. Bon, je n'ai pas de besoin particulier. Hein. J'ai plus besoin actuellement de spiritualité, donc ça m'apaise. Bon, c'est là, vous allez garder ce document. Vous allez lire, et on en reparlera. Ben, je sais pourquoi. Rien. Ah ben si, c'est dedans. Mais les auditeurs veulent savoir juste des chiffres. Vous êtes à combien? C'est 1 milliard, c'est 500 millions, c'est 200 millions? J'ai été là, j'ai des bonheurs, je vous ai dit ce que j'estime dans mes projections. Et je vous ai rappelé aussi que le HCPC est administrativement rattaché à la présidence. Le budget de la présidence est connu de tout le monde. Ça a été publié. Bon. D'accord. On comprend qu'on n'aura pas de réponse à cette question aujourd'hui. On va évoluer dans cette émission. Monsieur le secrétaire général, au commissariat a fait une déclaration de presse la semaine dernière, sinon cette semaine puisqu'on est dimanche, concernant l'explosion à Papa Ayi-Lawadje. Dites-nous, quel est le rapport avec la prévention à la corruption dans ce dossier? Dans quelle mesure vous êtes impliqué? Vous investissez dans ce dossier? Pourquoi vous avez jugé bon de faire une déclaration de presse sur cette actualité? Bien, la déclaration de presse, si vous regardez bien les différents paragraphes ou les lettres de cette déclaration, nous avons invité les autorités à une enquête approfondie. C'est le terme que nous avons employé. Et nous avons invité aussi à la transparence absolue dans cette enquête.
Alors, dans la suite, le haut commissariat, le haut commissaire, on vous a vu aussi sur les images. Vous avez reçu il y a quelques jours un opérateur économique qui dénonçait des pratiques sous l'Ancien Régime. En quoi était-ce important? Je veux parler de l'opérateur économique, ancien député, M. Malek Rossou. M. Malek Rossou a été principalement... Enfin, je soupire parce que... Bon, je vais tenter de répondre à votre question. Mais en fait, j'étais tenté où je me disais, mais pourquoi on a tendance, l'être humain a tendance à faire des solutions à un problème? Non, Pourquoi? on veut juste comprendre. Je sais, je vais répondre. C'est parce que je l'ai tellement entendu sur le fait que nous ayons reçu l'honorable Malek Rossou que là, encore une fois, je me dis, encore une fois, Monsieur Malek Rossou est une personne ressource. Le ACPC travaille avec toutes les personnes ressources. Concrètement, lorsque vous avez l'intention d'apporter quelque chose susceptible de participer au changement de mentalité, de comportement, vous ne pouvez en aucun cas faire fi de ceux qui sont déjà là, qui maîtrisent la réalité. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'une certaine projection dans et de cette réalité sociale pour pouvoir définir des programmes et des politiques publiques. Malek Rossou fait partie de la solution. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En quoi il fait partie de la solution? C'est une personne ressource. Oui. Au travers de sa fondation. Nous l'avons reçu exclusivement pour ça. D'accord. Donc, il va contribuer avec vous à la prévention de la corruption. Ah non, vous voyez, cette forme dans la classe, le fait de prendre ou de supposer... C'est qu'on a bien compris vos propos, en fait. Donc, votre feedback est mauvais. Pourquoi? Voilà, donc, éclairez-nous davantage. Le feedback est mauvais parce que, je le répète, M. Malek Rossou est une des solutions en termes de réflexion et non un problème. C'est une personne ressource. On travaille avec les acteurs de la société civile. C'est d'ailleurs une recommandation dans le cadre de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il faut regarder, il faut tenir compte de ces acteurs-là qui sont au plus près de la réalité. C'est important. Au travail de sa fondation, c'est une personne ressource. Mais les faits dénoncés il y a quelques années, sur ces faits-là, vous faites quoi? Il n'y a plus rien à faire? Il y a quelques années, vous m'apprenez quelque chose, ça m'intéresse. Parce que c'est ce qu'il a dit qui a attiré votre attention. De ce que je viens de dire, je n'ai jamais dit. Et d'ailleurs, pas ce que vous dites là maintenant, mais on a suivi un peu le prolongement de cette actualité effectivement, qui l'a emmené vers vous. Il a déclaré un certain nombre de choses. Donc, je pense que vous faites allusion à sa conférence de presse, cette vidéo qui a tant circulé. C'est cela, hein? C'est bien ça. Bien sûr. Il a déclaré un certain nombre de choses et comme je le dis, lorsque je détecte une personne dans ce Bénin susceptible de participer à délimiter ma réflexion ou la réflexion du Haut Commissariat en termes de politique publique, nous invitons cette personne. Nous discutons avec cette personne. Apparemment, tu aurais des éléments. Est-ce de l'ordre du passé, du présent? Serait-ce un scénario forme Hollywood qui sortirait d'une aventure ionique, un rêve que tu veux ou voudrais partager avec nous? Légitimement, nous posons ces questions. Et moi, j'étais fort curieux de savoir si ce qui a été déclaré dans cette vidéo concernait des choses actuelles. Mais sauf que ça ne concernait rien d'actuel. Voilà. Je pense que j'ai été assez clair pour ne plus, en tout cas en même temps pour tout le monde, pour ne plus recevoir cette question. Parce que, comme je l'ai dit, je me surprends à voir certaines personnes transformer des solutions au problème. D'accord. Donc, ce qu'il a dit, ce que vous avez compris de vos échanges, il n'y a rien qui puisse être rattrapé, c'est-à-dire des investigations de votre haut commissariat, vous n'avez plus à vous en occuper parce que c'est du passé? Si vous me situez, parce que là, je pense que je suis un peu largué, je suis un peu perdu. Les faits de corruption dont il Mais parle. lesquels et quand? C'est ce que je veux savoir. Vous avez dit qu'ils ne sont pas actuels, ces faits. Bien, je ne veux pas ici exposer une discussion entre... il y a toujours un peu de confidentialité. Voilà. D'accord, ben on l'aura compris, on va s'intéresser à cette question-là, une dénonciation de cas de corruption toujours. Hein.
qui a été porté par une ONG, ONG Bénin Diaspora Assistance, qui parle de corruption au niveau de la police. Ça a été relayé sur les réseaux sociaux et la police a même répondu à l'ONG. Est-ce que vous avez suivi ce dossier et qu'est-ce que vous en savez? Et qu'est-ce que vous avez fait? Pour moi, il n'y a pas de dossier. Pour moi, il n'y a pas d'affaire. Personnellement, j'ai horreur de quelque chose. J'ai horreur qu'on aille supposer, qu'on aille inventer, qu'on aille fabriquer des vérités, pseudo-vérités ou des faits pour salir une personne. Lorsque vous voulez parler, ça c'est ma personne qui parle, c'est Olivier Charles. Lorsque vous voulez m'accuser de quelque chose, ayez la preuve de ce que vous dites. On a attiré mon attention sur l'ONG que je ne connais pas, je ne connaissais pas. On ne fait pas... le dénigrement n'est pas une valeur. Le dénigrement, ce n'est pas une valeur. À la rigueur, je dis bien, à la rigueur, hein, vous formulez des allégations et que vous avez de quoi justifier, mais vous ne voulez pas mettre à la disposition de tout le monde ces preuves matérielles, je puis comprendre. Pourquoi je dis ça? Voilà quelque chose qui permet aux uns et aux autres de tambouriner avec des actes de langage, d'autres parlent d'affaires, de dossiers, de champs. C'est du vide. Et vous voulez que moi je vienne ici aujourd'hui parler du vide? Vous avez échangé avec les personnes dont l'ONG en question? Mais sur quelle base voudriez-vous que je puisse suivre des bases d'allégations? Nous ne sommes pas dans un film d'Hollywood, nous sommes dans la réalité. Il me faut rappeler cela aux gens quand même. Je ne suis pas un scénariste, ce n'est pas d'un monde imaginaire. Je suis en face de vous, je touche la table, vous me voyez, je vous vois. C'est tout. Si cette dite, veuillez m'excuser, ONG, a les preuves permettant de soutenir ce qu'elle avance, et qu'elle vienne voir le HCPC où il y a des autorités compétentes. J'ai horreur de ça. On a l'être humain a ce plaisir parfois, je sais pas, le temps de Vichy est terminé, des dénonciations et autres est terminé. Il y a une nouvelle maladie maintenant qui se propage. Et cette maladie, vous savez comment on l'appelle? Non. La bêtise liée au progrès technologique, qui fait qu'il y a ce qu'on appelle les fake news. C'est une fake news, ça? Ah, je ne sais pas, je trouve que c'est une maladie. Parce que lorsque vous n'avez pas les éléments de ce que vous avancez, pour moi, c'est pas recevable. Ça me supporte, ça. Et je ne veux pas discourir autour de quelque chose de vide. Donc, parlons de choses concrètes. Donc vous avez cherché à savoir ce que c'est, vous avez découvert que c'est du vide, c'est ça? Pour moi, j'attends les preuves. Je ne peux pas... Vous savez... Vous vous auto-saisissez aussi? Vous êtes... Je vous comprends de votre posture de journaliste. Vous devez me comprendre aussi de ma posture de secrétaire général. Pourquoi je le dis? Je n'ai pas été habitué. Dans une autre vie, j'étais enseignant-chercheur, professeur à l'université. Je n'ai jamais été habitué à, même quand je recevais des amis, à dire ce qui se passait dans telle direction, dans tel département. Il y a ce qu'on appelle la nécessité d'être économe en mots pour mieux gérer certaines situations. Je ne sais pas si j'ai répondu convenablement à votre question. On n'a pas toutes les réponses, mais on est bien obligé de continuer, puisque voilà, c'est vrai qu'on a vu la réponse de la police qui ne s'est pas reconnue dans cette dénonciation. On s'était dit qu'avec vous, on aurait peut-être plus de détails. Est-ce que vous avez entendu les deux camps? Justement, lorsque vous me dites qu'avec ma personne, peut-être ma qualité, c'est bien ça, l'un ou l'autre. Le haut commissariat que vous représentez. Exactement, vous auriez plus de réponses. J'aurais bien voulu que, pour vous, pour les auditrices et auditeurs, vous ayez la possibilité de me donner un seul élément tangible susceptible de me permettre de répondre à une telle question. Il n'y a rien d'objectif. Et vous voudriez que je transforme ce petit moment que j'ai de partager le fond du fonctionnement du HCPC et autres, enfin quelque chose de bien. Non, écoutez, nous ne sommes pas la poissonnerie ici. Hein, non. Okay. Comment on vous saisit? Est-ce que vous avez la possibilité de vous auto-saisir quand vous voyez par exemple des informations, que ce soit des rumeurs ou pas, sur les réseaux sociaux? Vous pouvez vous auto-saisir dans un dossier?
oui, nous avons la capacité juridique de nous autosaisir, mais croyez-moi, nous n'allons pas nous saisir sur une profession de foi de tel ou tel, ou je n'ai pas une envie de délire de tel ou tel. Je vous dis directement les choses. Il faut qu'il y ait de la matière concrète pour faire le job. Et comment on vous saisit? Vous saisissez le HCPC? Oui, absolument. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous écrire. Si vous voulez, tout à l'heure, puisque j'ai une petite annonce, si vous me permettez, d'une minute à faire, je vous donnerai l'adresse. D'accord, on vient directement à la présidence et on non, le courrier là, ou comment ça se fait? Non, Pour il y a une boîte postale, vous pouvez écrire au Palais de la Marina, vous mettez HCPC, Palais de la Marina, et puis voilà, je vous donnerai l'adresse tout à l'heure. D'accord, vous n'avez pas un site internet où on peut justement, c'est plus facile aujourd'hui. Je vous remercie, j'ai comme l'impression que maintenant vous comprenez parfaitement ce que je disais en début de propos lorsque j'articulais mon discours sur l'opérationnalisation qui n'est pas encore achevée. Le HCPC ne dispose pas encore de site internet à ce jour. C'est en cours. C'est en cours. Il y a des procédures dans notre pays et ces procédures, elles sont faites pour être respectées. Voilà. La procédure administrative qui ne vous permet pas d'avoir un site mais internet non. depuis 6 mois. Mais non, n'ayez pas cette approche des choses. Si si on faisait autrement, vous seriez les premiers à nous taper dessus. Vous serez les premiers à dire « Ah mais voilà, une autorité ou un haut commissariat de prévention de la corruption qui fait autrement, qui déroge aux règles de la République. » C'est pas possible. Lorsque vous avez un site internet et autres, ainsi de suite, qui dépassent le seuil, qui oblige la PRMP à intervenir, on laisse la PRMP travailler. Point. Voilà. Jusqu'à quand? C'est combien de temps tout ça? J'ai comme l'impression que vous voulez refaire le monde avec... vous me rappelez un philosophe, un très grand, Henri Bergson. C'est-à-dire, à la minute près, il faut que les choses s'accomplissent. Ça ne marche pas comme ça. Quand on nous parle d'une institution, il faut être patient. Je vais vous inviter aussi à la patience. D'accord. Moi, si on pouvait avoir un chronogramme, un calendrier, ça nous permettrait de suivre, de savoir que, voilà, vous avez un cahier de charges qui s'articule autour de ces dates-là, vous voyez, ces périodes. Je vais vous répéter la phrase d'un monsieur, certainement, qui est à l'écoute, et qui m'a dit qu'il n'y a pas de procédure exceptionnelle. La lutte contre la corruption, c'est mondial. Il y a des indicateurs au plan international, il y a des classements et tout. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est logé? Est-ce qu'on a évolué? Permettez-nous de revenir sur cette question. Bon, non, je vous permets, parce que c'est de notoriété publique que Olivier Charles Atinéou, en sa qualité, je dis bien en ma qualité d'enseignant-chercheur, donc d'universitaire, je suis foncièrement contre un indicateur qui n'est qu'un agrégat de subjectivité. Ça, je l'ai même dit en Autriche. Pourquoi? La lutte contre la corruption, la prévention, la corruption ne se fait pas avec des chiffres qu'on agrège. Je sais ce qu'on appelle un agrégat. Donc c'est inutile tout ça. Ah non, je ne l'ai pas dit. Non, pas tout de suite dans la classe. Ne faites pas dériver sur à quoi je n'ai même pas encore pensé. Je vous prie d'écouter. Vous faites allusion au classement de Transparency International, n'est-ce pas? Bon, ça représente quelque chose. Mais s'il faut juste pondre des lois, s'il faut une compilation de recommandations, s'il faut, moi j'appelle ça poser du vernis sur un ongle pourri, et ça j'assume ces propos, ce que le président Talon a décidé de faire, c'est de voir et d'apprécier est-ce que ce vernis est pourri, s'il est pourri, comment on le répare, et pourquoi, et pour combien de temps on doit le réparer. Structurellement, nous devons attaquer le problème, mais vous nous demandez d'apprécier la qualité de tel vernis de marque. Non, pour moi c'est une perception. Ce que vous pensez savoir du réel qui est autour de vous est totalement différent de ce que moi je peux voir de la même chose, parce que nous n'avons pas la même vision peut-être du monde, nous n'avons pas grandi dans les mêmes milieux, nous n'avons pas les mêmes dispositions cognitives, ainsi de suite. Ce n'est pas des coefficients, je dis bien, ce ne sont pas des coefficients qui suffisent à éliminer ou à réduire ce fléau au Bénin.
Ce qui, moi, m'intéresse, c'est le travail en profondeur. Je l'ai dit même à M. Degué de Social Watch, qui est une antenne Transparency International au Bénin. J'ai assumé ma position, et ce qui est aussi une position que je défends pour le Bénin. C'est-à-dire que nous devons, nous, Africains, inventer nos instruments, nos mécanismes pour, s'il y a un problème dans nos différentes réalités sociales, pour apporter solution à ces problèmes dans nos réalités sociales. Si nous ne pouvons pas comprendre cela, alors nous allons échouer. Mais, heureusement, beaucoup d'Africains ont déjà compris. D'accord. Je n'ai pas encore eu, je vais dire, le privilège d'échanger avec M. Elias, mais ça va se faire. Il y avait dans notre, on va dire, dans la graduation, hein, je dis bien dans la graduation de ce qu'on appelle simplement relations publiques, nous avons mis les institutions constitutionnelles, les institutions de loi organique, les ministères, et puis bon, l'urgence faisant, nous avons déjà reçu M. Degué parce qu'il fallait préparer quelque chose justement pour notre déplacement à Vienne. Donc il y a il y a un ensemble, il y a toute une série, vais-je dire, de rencontres prévues. Et il fait partie de ces rencontres prévues. D'accord. On va passer au oui, non. Razak Moussa, merci de nous accompagner. Monsieur le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, est-ce que la transparence, ce n'est pas aussi synonyme d'avoir une idée du salaire des membres de l'exécutif? Oui ou non? Non. Non pour la question numéro 1. La question numéro 2, est-ce que la corruption a diminué ces 8 dernières années? Oui. Oui. Alors, est-ce que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption n'est pas une institution budgétivore? Non. Non. On note ça et on continue. Troisième question. Quatrième question plutôt. Est-ce que la lutte contre la corruption avant le régime Talon a échoué? Non. Non, également. Je pense qu'on va s'en arrêter là. Merci Razak Moussa. On va revenir pour les questions, les réponses de l'invité. Alors, Monsieur Atindéou, expliquez-nous pourquoi. Il y a transparence dans la gestion des affaires publiques. Je suis entièrement d'accord. C'est une obligation. Et d'ailleurs, le HCPC estime que la loi 2015-035 doit être actualisée. Cette loi concerne la transparence dans la gestion des affaires publiques. Si, pour une question de... La transparence ne revient pas à ce que moi j'appellerais une exhibition jouissive. Mais la population aimerait savoir bien sûr. à combien sont payés ces ministres. Bien sûr. Même vous-même, on aimerait savoir à combien vous êtes payé. Mais moi, je suis du genre à ne pas... Peut-être que c'est le fait d'avoir, comme m'a dit quelqu'un il y a quelques jours, peut-être c'est le fait d'avoir fait la France et le Canada, mais je n'ai aucun problème avec cela. Vous êtes payé Sauf à que... combien, dites-nous. Sauf, on vous prend au mot. Voilà, vous voyez, je dis bien, est-ce que vous avez... Les gens ont une curiosité jouissive. Et vous venez tout de suite de me donner le bel exemple. On veut savoir. Justement, il y a entre je veux savoir quelque chose et je vais vous donner une phrase d'un monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer. La gestion de la cité ne se fait pas, je dis bien, la gestion de la cité ne se fait pas dans du théâtre. La gestion d'une cité ne se fait pas dans le théâtre. Et si le théâtre revient à générer une curiosité, je dirais pas malsaine, mais si c'est pour connaître le salaire d'un ministre ou d'un député, ainsi de suite, et vous, si vous voulez prendre cela comme étant de la transparence, je dis, on a tout faux. La transparence, c'est autre chose dans la gestion de la vie publique que cette curiosité jouissive. Moi, ça ne suffit pas. Si c'est ça qui fait la transparence, là, vous avez tout faux sur le paradigme ou sur même, je vais dire, l'approche, la définition du mot transparence. Mais pourquoi on ne peut pas savoir? Mais c'est pas à moi d'ailleurs qu'il faut poser la question. Mais vous, votre cas alors? Mon cas? vous, oui. Vous voulez que je dise combien je perçois?
Oui, si ça vous gêne pas. C'est de notoriété. Il y a le décret 2024, 1087, sauf que, justement, je reviens là-dessus, quand on veut bien gérer les choses de la cité, il y a des informations qu'on appelle les informations cloisonnées stratégiques. Et le Bénin n'est pas différent du Togo, du Ghana, de la France, du Canada, et ainsi de suite. Il y a des choses qu'on ne déverse pas sur la place publique. Pas parce que, attention justement, c'est pas parce qu'on ne déverse pas que ça devient de la catacratie. Nous sommes toujours en démocratie. Sauf que dans la démocratie, la bonne manière de conduire les affaires de la cité, c'est de pouvoir placer l'information au moment où il faut et là où il faut. Voilà ce que je veux dire. Mais ça, c'est un manque de transparence, vous ne trouvez pas? Pas du tout. On ne sait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous Pas pouvez du nous tout. dire à combien coûte 1 kilomètre de route, par exemple? Ah ben, écoutez, c'est pas Olivier Charles, Tino, de vous dire cela. Mais comment, pourquoi vous... Tout c'est parce qu'on dit secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, je dois vous dire absolument combien coûte 1 kilomètre de route. Mais vous aurez tout ça. D'ailleurs, vous voyez, c'est ça qui me plaît. Pourquoi ça me plaît? Je vous dis pourquoi ça me plaît. Je viens de me rappeler d'une conversation que j'ai eue récemment avec l'ambassadeur de l'Union européenne, près le Bénin. Si le Bénin n'avait pas ce bon taux de notoriété, nous ne pourrions jamais avoir accès au marché des capitaux pour faire ce que nous faisons. Ça veut tout dire. Voilà. D'accord. Question numéro 2. Vous avez dit oui. La corruption, selon vous, a diminué ces 8 dernières années. Oui. Et ce n'est pas mon avis à moi, c'est l'avis de Majesty. Majesty, vous ne le connaissez pas, c'est le chef de l'Office des Nations Unies de lutte contre la corruption. Donc si vous voulez que je lui demande d'envoyer un courrier particulier pour le dire, il vous le dira. Il peut vous envoyer un courrier particulier. Vous pouvez le saisir, il vous dira. Il a précisé comment ça a diminué, sur quelle base il a pu dire ça? Parce qu'il y a eu l'audace, c'est ce qu'il appelle de l'audace politique. Le fait aujourd'hui qu'il y ait ce déversement ou ce renversement de paradigme, plutôt renversement de paradigme, où on passe de lutte à prévention, il a dit le Bénin a tout compris. Eh bien, au numéro 3, et puis on n'a plus assez de temps, on va y aller au pas de course avec la pression de Razak Moussa. Donc le numéro 3, vous avez dit non. C'était quoi déjà le numéro 3? Le Haut Commissariat n'est-il pas une institution budgétivore? Absolument pas. Je n'ai jamais répondu à plusieurs reprises à cette question. Une institution budgétivore, ça veut dire quoi? Vous voyez où nous sommes logés? Nous sommes logés dans l'ancien bâtiment au Palais de la Marine. Si nous étions une institution budgétivore, qu'est-ce que nous allons faire? On va se taper un beau bâtiment, on aura plein de moyens roulants, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas. Vous savez avec combien de personnels je travaille? Je peux vous le dire. Parce qu'en réalité, il y a des choses qui m'horripilent, qui m'agacent. Les gens vivent dans leurs illusions et ils inventent des réalités partant de ces illusions. C'est le moment de nous dire, par exemple, je travaille en totalité, si j'enlève le haut commissaire, nous sommes 11. Nous sommes 11. Et vous tournez avec quel budget? Ça aussi, ça permet, c'est des indicateurs de savoir avec combien vous tournez. Bien, chère madame, lorsque nous aurons, n'oubliez pas, vous avez oublié quelque chose, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption n'a pas eu la chance de défendre son budget parce que, je vous ai dit, quand est-ce que nous avons commencé. Donc quand nous allons avoir le dégagement concret de cette ligne budgétaire, peut-être que je reviendrai ici parce que tout à l'heure, je n'ai pas voulu le dire, mais quand on aura vraiment un dégagement, je reviendrai ici pour vous le dire. Dernière question, vous avez dit non. La lutte contre la corruption a-t-elle échoué avant, bien sûr, avant le régime? C'était le terme employé. L'État est une continuité, donc je ne peux pas là tout de suite dire ce que les autres ont fait avant, c'est nul. C'est pas possible. Si c'est ce que vous avez entendu de moi, c'est pas possible. Ils ont essayé, autant, ils ont essayé. Et nous allons essayer de poursuivre. Et vous pour essayer de faire mieux. Pardon? Vous les notez sur combien? Sur 10? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'affecter un coefficient me déplaît énormément. D'accord. Ben voilà, merci, monsieur le secrétaire général. Il y a une question qui nous taraudait l'esprit, mais on va la garder pour peut-être la prochaine fois, puisqu'on n'a plus assez de temps. Merci, monsieur Atindeou. Madame Ousso, c'est moi. Je vous remercie énormément. On va se retrouver bientôt, Inch'Allah. Merci à vous.